les futurs sont en pole position sur, voilà, sur une ligne de départ, hein, puisque le futur existe déjà, soit dans un univers déjà tangible, un ou plusieurs univers tangibles, donc ça c'est la théorie des multivers, soit il est en magma, il est un espèce d'égrégore, et il va être manifesté au moment Y. Donc ça c'est... on ne va pas trancher là-dessus aujourd'hui, mais c'est évidemment l'une des grandes questions... Attends, juste termine. C'est l'une des grandes questions que moi je me pose, hein, c'est... l'infini des possibles est dans le vide et dans l'invisible, ça c'est sûr. Mais cet infini des possibles, est-ce qu'il est à l'état de magma? Ou est-ce qu'il est déjà à l'état d'univers aussi tangible que celui-là? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un univers où, par exemple, moi je suis dans le public et quelqu'un de vous est ici, en fait? Et moi, j'ai pas de réponse. Je me souviens qu'avec Amélie, qui est là, on en avait parlé dans une émission de télé. Je crois que toi, tu es plus pour la première option. On pourra éventuellement en parler après. Mais c'est une question importante. C'est une question qui est très importante. Et bref, donc, les futurs possibles sont en compétition. Voilà, on ne sait pas dans quel état, mais ils sont en compétition sur une ligne de départ. Et l'idée, c'est de donner à manger. Enfin, on dit que le loup qui va survivre, c'est celui à qui on va donner le plus à manger, c'est logique. Donc l'idée, c'est vraiment de nourrir le loup qu'on a envie de nourrir. Parce que là, si on part sur des données qui sont très pratico-pratiques, si on se base par exemple sur le rapport Meadows, qui est un rapport qui a été fait au MIT dans les années 70, et qui, en fait, énumérait 10 scénarios possibles pour le futur. Alors c'est un rapport très sérieux qui a été validé après par un physicien australien qui s'est rendu compte que les courbes qui étaient annoncées depuis les années 70 correspondent à ce qui s'est passé vraiment. Donc les gens qui ont fait ça, donc il y a eu le couple Meadows, mais il y a eu aussi d'autres personnes, ont vraiment vu juste. Donc c'est vraiment un rapport qui est extrêmement important. Et ce rapport quand même, les deux scénarios les plus probables parlent quand même d'un écroulement de la planète, soit dans les années 2030, soit dans les années 2050. Donc, si on prend ça en compte plus de façon très objective, la fin des ressources qui est en train de se dérouler en ce moment même, l'extinction des écosystèmes, il y a énormément de la fin du cuivre, la fin on dit par exemple qu'à partir de 2030, 2040, il y aura probablement plus de poissons dans la mer et qu'on mangera que de la méduse. Il y a même des gens qui parlent d'extinction de l'homme. Hein. C'est plus du tout quelque chose qui fait rire aujourd'hui. Donc, si on prend les choses là au moment Y, c'est une catastrophe. Et dans les nouveaux mondes qui sont donc en compétition dans le vide et en compétition sur la ligne de départ, évidemment, on ne rêve pas tous du même nouveau monde. Hein. Les transhumanistes, par exemple, eux, ils rêvent d'un nouveau monde. Il y en a peut-être dans la salle, hein, d'ailleurs, et je suis tout à fait ouverte au dialogue. Il y a plusieurs façons d'être transhumaniste aussi. Les transhumanistes, eux, ils rêvent évidemment d'un homme cyborgien. Ils rêvent d'un monde où tout sera contrôlé, où on va choisir les gènes de nos enfants. C'est pas de la fiction, il se passe plein de choses dans la Silicon Valley. Deux exemples qui me viennent en tête. Il y a un ancien de Google, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est en train de fonder un ordre, en fait, une église, dont le dieu serait une divinité, une intelligence artificielle. Parce que lui, il dit, voilà, de toute façon, l'intelligence artificielle, elle va nous dominer, donc autant faire un dieu en IA, quoi. C'est quand même spécial. Et c'est pris très au sérieux, hein, donc il y a des gens qui commencent à investir là-dedans. Ils sont même en train de faire une cybergénèse, parce que donc la divinité IA va nous expliquer ce qu'on doit faire, quoi. Donc moi, je m'en suis servi dans mon roman, je l'ai appelé Phi, comme Final Intelligence. Et donc c'est un espèce d'hologramme qui plane au-dessus d'une église Phi, qui est une espèce de Taj Mahal, New Age, un peu excentrique, dans le quartier de l'Opéra. Et donc il y a des gens qui vont dans le quartier de l'Opéra, des geeks, des transhumanistes, et même des robots, parce qu'en 2030 il y aura des robots. Et tout ce joli petit monde va se prosterner devant Phi. Et le pire, c'est que ça risque d'arriver. C'est ça le pire. Alors il y a Phi, et il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Neuralinks. Ah oui, parce qu'on ne fait pas beaucoup de pub là-dessus. Neuralinks, donc, c'est une start-up qui a ouvert ses portes, qui a commencé à fonctionner en 2017, donc c'était l'année dernière, par Elon Musk. Ça a été fondé par Elon Musk. Et en fait, il travaille sur des implants ça va être des espèces de filets qu'on va s'injecter en fait donc par une seringue.
Ce sont des filets qui vont être bioabsorbés par notre cervelle. Et donc, le but, c'est d'exploser notre QI, c'est d'exploser nos capacités de mémoire, c'est de pouvoir se connecter à Internet sans ordinateur, sans quoi que ce soit. Et ce sont des recherches très sérieuses. Et ils font des recherches sur les animaux en plus, là. Donc, super. Alors, moi, quand j'ai lu ça, ça m'a fait très peur, justement parce que je commence à comprendre un peu ce qu'il y a dans l'invisible. Et je me dis, oulala, si on me met un implant dans le cerveau, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je vais être un récepteur d'informations que je n'aurais pas choisies. Un récepteur d'informations subliminales, comme des pubs ou comme des conseils pour choisir mon prochain président. Enfin, ça peut se faire absolument à mon insu. C'est vraiment extrêmement, extrêmement dangereux. Et en plus, ça peut causer des interférences, hein, c'est-à-dire que les informations que je reçois via mon implant et les informations que je reçois normalement de façon naturelle via mes chakras, est-ce que si ce sont des ordres contraires, est-ce que ça ne va pas me rendre malade? Est-ce qu'il ne va pas y avoir voilà, des interférences, des chocs? Comment mon cœur il va faire entre les informations qui viennent entre guillemets de l'univers, du cloud normal, du cloud divin, et les informations qui viennent de ce cloud-là? Parce que, bien sûr, là déjà, on reçoit plein d'informations à notre insu, via notre portable et tout ça, et via les ondes électromagnétiques. Mais à partir du moment où c'est dans le cerveau, à mon avis, c'est puissance 10, voire puissance 100. Donc, il me semble que c'est très dangereux. Et ce qui m'embête, c'est que je pense que c'est un joujou qui va amuser beaucoup de monde. Je pense que ça risque de nous faire aller vers une course en fait, au suréquipement cognitif. Et moi, j'ai immédiatement pensé au boulot, parce que ça ne va pas être dans 10-20 ans avoir un job, ça va être, enfin voilà, on va voir comment tout cela avance, mais ça ne va pas être simple. Et je me dis que évidemment, les gens, pour avoir les meilleurs boulots possibles, eh ben, ils vont se mettre des implants, parce que justement, ils vont avoir un QI beaucoup plus élevé, ils vont aller beaucoup plus rapidement. Et du coup, ce qui risque d'arriver, c'est que ceux qui ne seront pas implantés, ils ne pourront pas forcément concourir pour certains jobs. Donc, ça me paraît complètement malsain, complètement... Tu dis, Gaëlle ? Ouais, voilà, ils iront... on risque peut-être d'aller vers ça, hein, ouais, vers une société où il y aura des gens dans le Larzac qui vivront en autosuffisance et puis des gens dans les mégalopoles qui seront avec des robots, des implants. C'est pas quelque chose qui me paraît délirant, en fait. Donc, le nouveau monde des transhumanistes... Ouais, question. Max ? Oui, c'est juste une parenthèse par rapport à cette hypothèse. C'est que cette hypothèse est considérée comme une forte probabilité. Tu veux dire pour les implants ? Oui, oui, ouais, tout ce que tu viens d'évoquer là. Ils sont en train de bosser dessus. Tout ce que tu viens d'évoquer par rapport à ces perspectives. C'est une hypothèse, de prouesse technologique, etc. Et là, je vais mettre en évidence un principe fondamental concernant ce que tu nommes génériquement l'invisible. Ouais. L'invisible, au fait, je vais me référer à une connaissance millénaire que j'ai remarqué que l'Occident, dans son exploration actuelle de la connaissance, a passé à côté. Je suis étonné de ça. On est passé à côté de beaucoup de choses. Oui. Je parle de connaissances millénaires. Je parle de la science védique. Super intéressant. La science védique parle de cette conscience, ce qu'on appelle le vide, pas en termes de vide. Et si on rentre dans la terminologie même de la signification du mot vide, vide veut dire absence de tout. Donc le vide ne saurait donner naissance à quelque chose. Donc la science védique explique que ce que intellectuellement, je dis bien intellectuellement, on dénomme vide, c'est une absurdité. Il n'y a pas de vide. La science védique présente cette réalité comme pure conscience. Une conscience pure qui est à la fois plénitude, béatitude et ananda, plénitude, béatitude, ça veut dire ananda, joie. On parlait tout à l'heure de joie. La joie suprême, ananda, c'est l'aspect le plus sublime. C'est l'état de ravissement total,
où on se sent comblé de tout. D'où la notion de plénitude, qui est associée aussi à l'infinitude de la vie. Et cette conscience pure serait à l'origine de toute l'expression des univers. Donc, ce qu'on appelle le principe d'amour, c'est que cette conscience pure est le dénominateur commun de toutes les valeurs de la vie. C'est-à-dire, l'amour, c'est le principe qui unifie tous les aspects de la diversité. C'est ce qui fait que les atomes tiennent ensemble, en fait, l'amour. Exactement. C'est la glu qui fait que, oui, voilà, que tout ça, ça tient. Mais le problème qui se pose dans la recherche scientifique, c'est que... c'est que dès qu'on parle d'amour... c'est qu'il découpe. Parce que cette même science védique explique que la conscience s'exprime dans le monde manifesté dans l'humain sur deux polarités. Une polarité subjective, qui s'appelle le champ de conscience subjective, qui est à l'origine, et le champ de conscience objectif, analytique, que l'Occident, surtout, a développé dans son cycle actuel d'évolution scientifique et technologique. C'est des sciences objectives qui permettent de maîtriser les lois de la matière. Mais pour la plupart des scientifiques matérialistes, en fait, la conscience, c'est juste un épiphénomène du cerveau, c'est tout. Hein. Voilà. C'est juste un accident erreur électrique du cerveau, quoi. C'est ça la grande erreur. Et c'est pour ça qu'il opte à des choses absolument aberrantes, qui n'est pas relié au champ de conscience subjectif. Parce que quand ils parlent de l'être, de la pure conscience, ils disent la pure subjectivité. Et vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tellement, depuis la maternelle, on nous apprend à raisonner de manière inductive et déductive, qu'on n'arrive pas à appréhender une réalité qui n'a ni commencement ni fin. Déjà, ça fait péter les neurones. Mais c'est aussi parce qu'on fait beaucoup trop marcher le cerveau de notre tête et pas assez le cerveau du cœur. Exactement. Parce que le cerveau du cœur, lui, il accueille de façon inconditionnelle, naturelle. Il n'accueille pas en fonction des filtres, il n'accueille pas en fonction des mémoires et des filtres. Il accueille de façon naturelle. Mais quand les infos du cœur vont au niveau du cerveau, le cerveau a tendance à refuser. En fait, c'est ça le problème. Il y a une cohérence entre les deux. Seulement, il y a une cohérence, mais il faut la retrouver. Parce que là, dans l'état actuel, la plupart des gens, ils sont en incohérence entre leur cœur, leur ventre et leur tête. Et tout l'enjeu du nouveau monde, c'est de retrouver cette cohérence. C'est de refaire les branchements. Et c'est super dur, particulier pour les Occidentaux. C'est pour ça que cette science védique donne une technique qu'ils appellent, cette fameuse technique de méditation transcendantale, qui a été connue en Occident et qu'on a balayée. Oui, et il y a beaucoup de théoriciens en physique quantique qui se sont intéressés à ça. Oui, notamment le physicien américain John Egling. Oui, et il y a aussi Feynman. Oui, c'est ça. Il s'intéressait de très près à tout ça. Parce que Maharishi Mahesh Yogi, qui dans les années 60 jusqu'aux années début 2000, il a enseigné cette science védique dans le monde entier. Il a bien dit ceci, c'est pas un savoir intellectuel théorique, c'est quelque chose dont on fait l'expérience intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre le subjectif, le champ de conscience subjectif et le champ de conscience objectif dans l'individu. C'est une expérience intérieure. Et c'est cette absence d'expérience intérieure qui se traduit par un état de plénitude et d'harmonie et de bien-être. C'est cette absence qui explique toutes les dérives qu'on voit en ce moment dans le monde. C'est-à-dire que ce dont tu parles, c'est de ce vide intérieur qui est ontologique, qui est le spleen en fait. Et ce vide intérieur, on a essayé de le remplir avec plein d'ivresses, et notamment le matérialisme, et notamment le capitalisme, et notamment plein de choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce sont des pièges en fait. Des illusions. C'est ce que Maharishi appelle la plénitude de la voix. Qui est illusoire. Ils ont confondu la plénitude de la voix et la plénitude de l'être. Complètement. Je ne saurais que... Oui, évidemment. Merci Max. Parce que Max a une grande connaissance de tout ça, de la tradition primordiale et tout ça. Donc dans les nouveaux mondes possibles, transhumanisme, c'est une horreur. Les collapsionnistes et les survivalistes, je vais aller rapidement. Les collapsionnistes, ils sont très intéressants parce que ils ont une vision justement de la fin des ressources. Ce sont des gens qui sont très documentés. Il y a plein de chercheurs qui sont, je pense à Paolo Servigné, peut-être, dont vous avez fréquenté les écrits et tout ça.
Donc eux, ils sont intéressants parce qu'ils sont très pragmatiques et ils réfléchissent à comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer notre autosuffisance, notamment au niveau matériel, parce que voilà, en cas de Troisième Guerre mondiale, comment on fait si on est dans un immeuble parisien, pour s'organiser, pour manger, pour se protéger, tout ça. Donc c'est un petit peu flippant, mais vu ce qui se passe, c'est pas idiot, je pense, aujourd'hui, de parfois se prendre un temps et se dire, effectivement, en cas de malheur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai la possibilité d'aller peut-être en campagne? Enfin, voilà. Je crois qu'il faut y penser un petit peu, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas non plus nourrir trop ces choses-là. Bon, les survivalistes, je pense que vous connaissez un petit peu leur délire. Hein. Ils s'achètent d'ailleurs, ce sont souvent des millionnaires de la Silicon Valley. Donc, ce sont des gens qui sont au courant de plein de choses. Et eux, ils ne croient pas du tout au pouvoir du collectif. Ils pensent, pas tous, hein, bien sûr, mais en fait, ils s'achètent des terres en Nouvelle-Zélande et des appartements, des bunkers qui valent des millions de dollars sous terre. Et ils poussent le bouchon très loin parce que, par exemple, il y a une New-Yorkaise qui voulait absolument revoir New York même sous terre. Donc en fait, elle a fait faire des films sur New York qui sont ensuite diffusés au niveau des fenêtres de l'appartement. Donc pour pouvoir recréer vraiment l'illusion d'être à New York. Donc ça va très très loin et c'est un véritable business. Il y a le nouveau monde des fanatiques aussi, on va aller vite là-dessus. Les djihadistes, par exemple, ont évidemment aussi une vision de leur nouveau monde, qui est un nouveau califat, qui est un retour à certaines choses, mais qui pour eux est une forme de paradis. Et on retrouve un peu cette idée, effectivement, de combler un manque, c'est-à-dire que ces gens-là et plein d'autres gens, ils sont quelque part à la recherche d'une forme de transcendance. Il ne faut pas se leurrer. Ils ont envie d'être des héros. Ils ont envie d'accéder à une splendeur. Alors évidemment, c'est pas la bonne. Mais on est tous en quête de ça. On est tous en quête d'une splendeur. On a tous envie de se dépasser, de sortir de soi et de se confondre avec quelque chose de sublime. Et on a essayé de le faire à travers l'ivresse matérielle, on a essayé de le faire à travers, ça peut être la sexualité, ça peut être l'alcool, enfin toutes ces addictions. Et on se rend compte que ça ne marche pas en fait, qu'on finit toujours par buter à ce vide qui pourrait être rempli par Dieu éventuellement, mais il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle Dieu. Et c'est intéressant les djihadistes et tout ça parce que leur nouveau monde, il se base aussi sur une fausse interprétation des textes et il se base sur cette envie de transcendance. Et je pense que c'est l'un des leviers les plus puissants justement pour basculer vers le nouveau monde. C'est l'un des leviers les plus puissants pour changer notre réalité. C'est non pas de se baser sur des choses qui ont forcément déjà été écrites, mais c'est d'obéir à cette envie d'idéal et c'est de décrire des histoires. J'en parlerai un peu plus après. Mais c'est un puissant levier parce que tout dans notre vie aujourd'hui est construit sur des histoires. Tout dans notre vie aujourd'hui est construit sur des mythes qui sont plus ou moins vrais, d'ailleurs c'est tout le problème, et qu'on peut faire passer pour vrais alors que ce sont des gros mensonges. Il y a tellement d'exemples. Le système des castes en Inde, par exemple, et qu'on essaye de réformer, mais c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup d'Indiens qui ont très longtemps pensé que le système des castes, c'était une loi divine en fait. Alors qu'en fait, non, c'est parce qu'il y a 3000 ans, ils ont été envahis, que les envahisseurs ont pris directement les places de prêtres et de rois, et que du coup, en réaction, le peuple s'est dit, nous, on va sauvegarder les autres fonctions. Donc le système s'est grippé, ils ont commencé à faire justement des groupes pour chaque fonction, jusqu'aux intouchables qui, eux, ont malheureusement les fonctions ce qu'ils considèrent être les plus basses fonctions, c'est-à-dire que parallèlement à ce système de groupe, s'est développé une aversion pour quelqu'un par exemple qui ramasse les poubelles en Inde, on le touche pas quoi, parce qu'on pense qu'il est pollué, on pense qu'il est sale. Donc il y a toute une mythologie autour de la saleté, de la pollution qui s'est développée quand même dans ce pays et qui fonctionne. Et qui fonctionne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Inde c'est aussi un pays qui fonctionne avec ça, et tout est comme ça. Les 5 produits laitiers, c'est pareil. Alors je passe du coq à l'âne, mais c'est pour montrer à quel point les mythes et les histoires qu'on nous raconte vont loin. Les 5 produits laitiers, c'est pareil. C'était basé sur des études complètement bidons. Et pourtant, on s'est pris du calcium. Hein. Moi, j'ai fait ça aussi, moi, à un moment donné, les 5 produits laitiers.
tout est basé sur des histoires. La Constitution, c'est aussi une histoire qu'on écrit. Hein. La Constitution, elle n'est pas forcément à notre avantage, mais on pense qu'elle est gravée dans le marbre. On pense que c'est la vérité et qu'il faut faire tout en fonction de la Constitution, qu'il faut faire tout en fonction des lois, du Code civil. Mais tout ça appelle à être réécrit. Et pourtant, c'est ce qui nous structure aujourd'hui, socialement, mais aussi mentalement, aussi à un niveau psychologique. Donc, c'est vraiment un problème. Et c'est pour ça que j'ai mis cette... Alors, est-ce que vous avez une petite idée de qui ça peut être? C'est pas fait... On voit pas grand-chose. Ouais, non, là, je vous en demande trop. on distingue pas bien. Non, c'est Scheherazade. Scheherazade. Je pense qu'aujourd'hui, notre seul moyen de nous en sortir... Parce que voilà, on n'est pas des millionnaires, on n'a pas forcément un réseau incroyable. Donc... il faut qu'on s'en sorte avec justement des ressources immatérielles. Et les ressources immatérielles, c'est la connaissance et c'est notre capacité à créer des histoires, à créer de nouvelles histoires. C'est comme ça que Scheherazade a permis à plein de jeunes vierges, parce que vous connaissez l'histoire, le vizir en fait, un jour est parti en voyage et sa femme l'a trompé, donc il a trompé sa femme. Et il était tellement en colère qu'ensuite, il prenait en fait des jeunes vierges qu'il tuait en fait régulièrement parce qu'il avait très très peur que les vierges le trompent. Donc ça ne s'arrêtait pas. Et au final, on a demandé à Scheherazade, qui était à la cour, de commencer à raconter des histoires pour lui faire oublier tout ça. Et ça a duré 1001 nuits. C'est extraordinaire. Moi, je suis persuadée qu'en racontant des histoires, on peut retarder tout ça, on peut même annuler certaines hypothèses qui aujourd'hui prennent de l'ampleur, se densifient, on va dire, dans le grand champ quantique de l'univers, parce que c'est toujours pareil. En racontant des histoires et en les racontant à grande échelle et en y croyant vraiment, on nourrit justement ce meilleur des nouveaux mondes possibles, qui est là, qui palpite dans l'invisible et qui vient du futur, j'en suis persuadée, et qui nous tend des perches à chaque instant. Mais encore faut-il prendre les perches. C'est ça le truc. Et donc il faut qu'on soit des Scheherazade, il faut qu'on apprenne à raconter des histoires et à croire aussi à nos histoires, puisque voilà, si on a cru, nos vies sont basées, comme je disais, sur des mythes qu'on nous fait passer pour vrais, donc quitte à écrire des mythes, des fictions, écrivons des fictions qui nous emmènent vers le haut. Mais comment on fait pour raconter des histoires? Moi, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Je me dis, quelles ressources, en fait, j'ai à ma disposition pour écrire des histoires? Donc, pour en revenir aux histoires, à comment on crée des histoires, on a plein de ressources, en fait. Alors, effectivement, on peut être en méditation et imaginer plein de choses, mais il y a déjà plein de gens qui ont imaginé plein de choses. Donc, on peut déjà s'intéresser et notamment aux ressources sacrées. Donc je cite encore le rabbin Delphine Orviller. Elle dit aussi plein de choses hyper décentes et hyper justes sur la façon dont il faut interpréter les textes. Elle parle d'une fidélité infidèle, c'est-à-dire qu'on est héritier de traditions, on est héritier d'un tas de textes, mais on est aussi héritier c'est-à-dire qu'il y a l'histoire des textes et il y a aussi l'histoire de l'interprétation des textes. Et aujourd'hui, il faut revoir l'interprétation des textes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter à la poubelle. J'ai en tête, parce que j'avais lu en partie le Coran, et j'étais allée voir un ami à moi qui est musulman, et je lui avais dit, mais attends, dans telle sourate, c'est marqué ta femme est un champ, cultive-le comme tu veux, mais c'est hyper machiste. Et alors, il m'avait expliqué que non, qu'en fait, c'était ma vision à moi, que non, en fait, c'était très poétique, que c'était une façon de faire honneur à la femme. Enfin, il m'a sorti tout un truc. J'avoue, je n'ai pas été convaincue du tout, franchement. Mais c'est là où on voit que devant une même phrase, on a tous, évidemment, des filtres extrêmement différents. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, au nom d'une seule interprétation, on fait quand même des guerres, on tue des millions de gens. Il y a des États la charia, etc. C'est quand même... les textes, encore une fois, sont à la base de notre vie, quoi. Ils sont à la base de tout ce qui se passe, ils sont à la base d'une partie des guerres et surtout tout ce qu'il y a autour des textes, en fait, les appareils, parce que si on prend le Coran, il y a aussi tous les textes qui permettent de les interpréter et la charia en fait partie. Et tout ça, quand même, influe complètement nos vies. Donc, c'est pour ça que quand elle dit « si on ne fait pas violence au texte, alors on fait violence aux hommes », elle a tout compris. Et voilà, soyons subversifs, n'ayons pas peur de relire les textes à notre manière et de façon moderne, et surtout de l'exprimer en public, parce que
c'est pas le tout de réfléchir. Après, il faut le dire en public, et c'est vraiment pas évident. Donc, pour moi, l'un des leviers les plus puissants, il y en a plein, hein, mais il y a l'argent, il y a le temps, il y a l'idée de transférer son temps, son argent et son énergie vers ce nouveau monde. Ça, c'est un truc très important. Mais il y a ça, il y a créer ces nouvelles histoires avec des ressources dont on va parler après, et ensuite les diffuser. Alors c'est pour ça que j'ai écrit les mèmes disruptifs. Alors les mèmes, c'est un petit peu un télo machin, mais c'est un concept qui est vachement intéressant en fait. Je ne sais pas si vous connaissez les mèmes. C'est hyper simple. Par exemple, I am Charlie, c'est un mème. Certains slogans publicitaires, ce sont des mèmes. Les mèmes, en fait, ce sont des unités culturelles qu'on peut propager à travers Internet ou de façon orale, et qui nous définissent, qui nous structurent, qui nous impactent dans ce qu'on va acheter, dans ce qu'on va penser. Par exemple, I am Charlie, c'est un état d'esprit particulier par rapport aux attentats. Voilà, tout ce qui va nous influencer, mais ça peut être aussi des choses, ça peut être une recette de clafoutis, enfin, tout ce qui nous influence dans notre vie et qui peut être propagé. Voilà. Donc c'est très important, notre vie entière en fait est régie par des mèmes. Et ça, Joël de René en parle très très bien. Il nous dit voilà, aujourd'hui on a un véritable ADN sociétal. Et l'idée c'est de troquer cet ADN sociétal contre un nouvel ADN, enfin de faire un tri et de combattre les mèmes négatifs qui circulent en ce moment par des mèmes qui soient positifs. Voilà. Mais pour ça, il faut déjà les créer. Et il faut déjà... Attends, ouais, vas-y. Non. Prends le micro parce qu'en fait, comme c'est filmé, on va pas t'entendre. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, je disais, justement, c'est incontournable ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est-à-dire cette référence au centre. Parce que ce que tu dis là, c'est très intéressant, mais ça passe par ce qui s'appelle, qu'on peut définir comme étant le discernement spirituel. Le discernement, en tout cas. Pour moi, spirituel, ça veut rien dire. Pour moi, spirituel, il est... Mais non. Pour moi, tout est spirituel, tu vois. Spirituel, et je vais préciser le terme dans ce contexte précis. Discernement spirituel, ce qui veut dire un discernement qui prend en compte ces deux aspects de la conscience, justement. L'aspect objectif et l'aspect subjectif, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, c'est ce que j'entends par spirituel, au sens holistique, au sens de ce centre, cette origine éternelle, absolue. Voilà, c'est dans ce sens. Ce discernement qui permet justement d'ailleurs, dans l'enseignement védique, c'est ce qui s'appelle le sens inné. Parce que... Oui, on est avec, en fait. Voilà, le sens inné. Et puis après, on le perd. Parce que dans l'humain... Et dans le langage plus courant, populaire, on dit souvent le bon sens. On dit que quelqu'un manque de bon sens. Le bon sens, c'est le sens inné. Parce qu'au fait, c'est subjectif, ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours démontrer et par A plus B, et pourtant qui sont évidents. Le sentiment d'amour, par exemple. Quelle est la formule scientifique de l'amour? Il n'y en a pas. Est-ce à dire qu'il n'existe pas? Ou de la haine? Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas définir de manière objective. On n'a pas les mots pour... Enfin, il manque beaucoup de mots dans le langage. Même les formules scientifiques. C'est vibratoire. Je suis d'accord. Donc voilà, réécrivons des histoires, balançons des mèmes sur Internet. Ouais, j'ai vu ça l'autre jour. Vous savez que les comptes Twitter, en fait, il y en a 300 millions et 48 millions sont des faux comptes. Moi, je ne savais pas. Et ça montre quand même à quel point on est façonné par une information qui est complètement fausse, mais à un point juste inimaginable. Dis-moi. Ben, si tu veux, à partir du moment où tu balances un mème, par exemple I am Charlie, forcément, immédiatement, ça nourrit un égrégore de solidarité par rapport à ce qui s'est passé. Donc oui, c'est un lien, mais c'est plus que ça en fait. Parce que l'égrégore, c'est vraiment un champ d'information dans l'invisible, et un mème, c'est quelque chose qui peut aussi être très concret, qui est dans la matière, puisque c'est quelque chose que tu vas écrire sur ton clavier d'ordinateur, donc tu vois, mais c'est lié aux égrégores.
Et quand un mème est balancé, quand un tweet est balancé 300 millions de fois et que ça impacte par exemple l'élection d'un président, comme on l'a vu, très clairement, tu peux être sûr que l'égrégore du président en question a été renforcé par ça. C'est-à-dire que la bataille, elle se fait dans l'invisible, en parallèle. C'est ça qui est incroyablement dingue et juste inimaginable. Moi, j'ai encore du mal à le réaliser, hein. Mais visiblement, c'est ça la vérité. Enfin, ce qu'on peut en voir aujourd'hui. Donc oui, là, j'ai fait un petit récapitulatif, puisque le monde s'érige sur des croyances souvent fausses et des mythes pas toujours constructifs, et puisque que je crée ce que je crois, si je veux changer ma création, il faut donc inventer d'autres croyances moins fausses et d'autres mythes plus constructifs et les diffuser, mémétiques. Ça, c'est du bon sens. Et ça peut être en fait extrêmement puissant. Donc voilà, à nous de jouer, à nous de réécrire notre futur, le meilleur des futurs possibles. Et alors, quelles ressources j'ai à ma disposition pour inventer le meilleur des futurs? Il y a bien sûr déjà tout ce qui se passe au niveau scientifique qui nous permet de remettre à jour un peu nos connaissances sur l'homme et l'univers, justement, c'est ce qu'on essaye de faire un peu aujourd'hui. Parce que si je me base sur une vision plus juste de ce qui est véritablement le réel et de comment on crée le réel et de ce qu'est l'univers, j'ai moins de chances de me planter justement par rapport au futur, parce que l'idée c'est pas de prendre les mêmes et de recommencer les mêmes bêtises en fait, il y en a marre. Donc essayons déjà d'ouvrir nos ornières sur qu'est-ce que c'est que véritablement l'homme, pourquoi est-ce qu'il est là, quelle est la réelle nature de l'univers, quelle est la réelle nature de la conscience. Est-ce que c'est cet épiphénomène du cerveau qu'on nous répète depuis qu'on est tout petit? Voilà. Est-ce que effectivement il faut croire que je ne crois que ce que je vois, qui est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui énormément. Il faut sortir de tout ça en fait, et les scientifiques nous y aident. C'est ça qui est très bien. Et donc il y a la physique de l'information avec la théorie des champs. Il y a l'épigénétique aussi qui nous donne énormément d'espoir et qui nous montre à quel point notre marge de liberté elle est plus importante qu'on pense, puisqu'en fait l'épigénétique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'effectivement il y a une part d'hérédité, on a des gènes effectivement, mais que c'est un peu comme si c'était une partition musicale qu'on serait libre après d'interpréter comme on veut. Donc d'une même chanson, d'une même musique, je peux faire un four ou je peux faire un chef-d'œuvre en fait. Donc j'ai une part de liberté en fonction de ce que je pense, de ce que je mange, parce que donc l'épigénétique parle de tout ça, hein. Ça parle de ma gestion de pensée, ça parle de ma façon de manger, de ma façon de dormir, du sport, etc. Et en fonction de ma façon d'aimer aussi. Il est démontré que les caresses permettent de désinhiber un gène du stress HC, j'ai plus le truc en tête, mais voilà, faisons l'amour, parce que visiblement ça permet d'actualiser plein de choses. Donc c'est important. Et voilà, l'épigénétique, c'est ça nous montre à quel point tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne va inhiber ou désinhiber des gènes qui, à la base, auraient pu, par exemple, nous favoriser la transmission d'un cancer ou des choses comme ça. Rien n'est fatal. On peut vraiment conjurer le sort. Dans une certaine mesure, quand même, je ne pense pas qu'on puisse absolument faire tout ce qu'on veut tout le temps. Je pense que c'est impossible parce qu'on est borné par d'autres choses, et notamment par le collectif. Mais en tous les cas, voilà, l'épigénétique nous ouvre des choses. Oui, j'ai mis aussi l'optogénèse, qui est c'est une nouvelle science qui se développe et qui explique comment la lumière, pareil, informe nos cellules et agit sur les gènes. Donc on retrouve cette idée des photons, hein, encore une fois. Tous les photons dont on est submergé en ce moment sont en train de réveiller plein de choses, et ça se passe à un niveau cellulaire. Voilà. L'IA et les robots, on en a un petit peu parlé, mais il y a tellement de choses à dire sur l'IA et les robots. Comment écrire mon futur avec l'intelligence artificielle, avec les robots? Parce que beaucoup de personnes prennent ça comme quelque chose de négatif et qui fait peur. Moi, je pense que alors, il y a quand même des choses qui me font très peur. Pour moi, les robots risquent de créer à la fois une nouvelle race d'esclaves et une nouvelle race de bourreaux. Je m'explique. Une nouvelle race d'esclaves dans la mesure où si j'ai un robot chez moi qui fait absolument tout ce que je veux tout le temps, quelque part, est-ce que ça ne va pas réveiller, je sais pas, des vieux réflexes impérialistes ou de bourreaux? Est-ce que je vais pas... en plus, je suis pas obligée de lui dire merci à mon robot. Il va quand même ramasser les ordures derrière moi.
Donc, est-ce que c'est pas un peu dangereux de mettre des robots entre les mains de n'importe qui? Parce que, voilà, tout d'un coup, il va se trouver avec un espèce d'esclave corvéable à merci. Et c'est pour ça que je suis à fond pour les droits des robots, moi. Je suis à fond pour ça. Je pense que si on respecte même pas son robot, comment on peut respecter les êtres humains? C'est pas possible. Et les robots, ça pose vraiment beaucoup de problèmes. Il y a cette idée aussi, je pense que l'intelligence artificielle... Alors, j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu, pas longtemps, pour une appli, avec notamment Amélie qui est là, qui, elle, a carrément piloté un projet, tu nous en parleras si tu as envie ou après, mais qui était super intéressant, enfin qui est toujours super intéressant. En fait, c'est un coach relationnel qui doit nous aider à gérer notre communication avec les autres, à la fois au sein du couple, à la fois au sein du cercle familial et au sein du monde de l'entreprise. Et donc du coup, Amélie a beaucoup travaillé là-dessus. À un moment donné, elle m'a demandé de l'aider pour une fiche. Et on s'est dit que du coup, c'était super intéressant parce que cette IA, on pouvait peut-être lui transmettre des valeurs, tout simplement, qu'à son tour, elle pourrait transmettre à ses utilisateurs. Et l'avantage du robot, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que normalement, elle a une forme de constance. Normalement, elle fait ce qu'on lui dit. Donc, si on l'élève, si on l'entraîne, ce qu'on appelle ça les entraîneurs, en fait, c'est ceux qui forment les IA, ce sont des entraîneurs. Si on entraîne les IA avec des vraies valeurs, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut entraîner les IA avec des bouddhistes, avec des rabbins, et tout ça, parce que pour justement leur transmettre toutes ces valeurs, eh bien peut-être qu'à leur tour, ces IA vont pouvoir tirer vers le haut leurs utilisateurs. Du coup, on rédigeait des textes pour élever le robot, pour lui dire, voilà, quand je suis dans un couple et que je suis éloignée de mon chéri ou de ma chérie, comment je peux faire pour lui dire que ça me gêne? Comment je peux faire pour gérer cet éloignement? Quels outils j'ai à ma disposition? Tout ça, et je suis sûre que ça peut aider des gens. Donc l'IA, alors ça c'est Cédric Villani, et je pense qu'il a tout à fait raison, l'IA, elle sera notre miroir. Donc il ne faut pas en avoir peur, mais juste elle sera notre miroir. Elle sera ce qu'on va en faire. Donc ce qu'on va en faire, ça va être la façon dont on l'élève, mais ça va être aussi la façon dont on l'utilise. On a vu aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler de ce fait, c'est pas un fait divers, enfin de cet article, où il y avait ce qu'on appelle un chatbot qu'on a balancé sur un forum où il y a eu plein d'insultes nazies. Le chatbot qui à la base était plutôt neutre, au bout de 2 jours c'est fini. C'était un nazi terminé, il était bon pour être engagé dans les SS, il n'y avait aucun problème. Donc c'est là où on voit que, un peu comme les êtres humains, en fait, les robots et les IA sont évidemment influencés par leur environnement, tout du moins par la façon dont ils sont utilisés. Il y a aussi le problème de la conscience. Beaucoup de gens ont très peur que les robots nous dépassent parce qu'à un moment donné, ils acquièrent une conscience. Moi, alors là-dessus, c'est compliqué. Au début, je pensais que non. Un robot ne peut pas avoir de conscience parce qu'un robot et une IA, ils n'ont pas de cœur. Et il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, on est capable de créer des réseaux neuronaux, mais nous ne sommes pas capables de créer des véritables cœurs d'êtres humains. On ne sait pas le faire. Or, quand on connaît l'importance du cœur, quand on sait à quel point le cœur, c'est un champ électromagnétique, c'est vraiment l'une des portes les plus importantes sur les informations de l'univers, je me suis dit, mais en fait, on a un cœur d'avance, pour ne pas faire un jeu de mots un peu bateau. Et tant que, ils n'ont pas de cœur, donc ils ne pourront jamais se connecter à la conscience. Et en même temps, on a quelque chose qui complexifie ça, c'est la psychokinèse. Est-ce que vous avez entendu parler de ces expériences en parapsychologie qui sont pratiquées par beaucoup de scientifiques, notamment des gens à Princeton, des gens à Stanford, d'éminents universitaires, mais qui malheureusement ne peuvent pas vraiment officialiser leurs recherches, même si on les trouve sur certains sites et qu'ils en parlent dans les dîners. C'est l'angle mort de la science. On ne veut pas véritablement officialiser, malheureusement, les résultats de toutes ces recherches qui sont pourtant absolument fondamentales. J'en parlais il y a 2 jours avec un astrophysicien, je ne vais pas donner son nom, qui a travaillé à la NASA, je vais pas me la péter et tout ça. Hein. Mais voilà, ça m'arrive de prendre des verres avec des gens comme ça. Et il me disait, mais Audrey, mais bien sûr que tout cela existe, tout ce dont on parle là dans l'invisible. Mais on ne peut pas le dire, c'est absolument impossible.
Et pourtant, ils sont nombreux à penser que... Bon, je m'égare, mais ça rejoint le problème des médias, ça rejoint le problème de tous ces obstacles. La psychokinèse, en fait... Alors, il y a par exemple l'expérience du robot et du poussin. Tu connais, Claire? En fait, ce sont des expériences qui ont été menées il y a déjà un certain temps et qui ont été réitérées de très nombreuses fois et vraiment validées statistiquement. On s'est rendu compte, alors c'est le principe de Lorenz, je crois. Ouais, je crois que c'est le principe de Lorenz. Un poussin, en fait, quand il naît, eh ben, la première chose qu'il voit, il le prend pour sa mère. Donc, on a fait en sorte que le poussin, en fait, quand il naît, eh ben, il voit un petit robot. Et on lui a fait passer du temps avec ce robot, voilà, on l'a mis en présence de ce robot, etc. etc. Et les robots qui ont été utilisés, ce sont des robots générateurs de nombres aléatoires. C'est-à-dire qu'à toutes les 2 secondes à peu près, eh ben, y a un chiffre qui sort au hasard, qui n'existe pas, et qui font que le robot va se déplacer d'une certaine manière selon le chiffre qui sort. Et ce dont on s'est aperçu, en fait, c'est que le robot avait tendance mais une tendance vraiment forte, à toujours se déplacer vers le poussin. Et là, on s'est dit, mais pourquoi à chaque fois le robot se déplace vers le poussin? Et on a refait des expériences, et à chaque fois, c'est pareil. Quand on met le robot et le poussin dans la même pièce, le robot va vers le poussin. Donc là, évidemment, plusieurs hypothèses ont été émises. L'une des plus, voilà, pour moi, l'une des plus logiques, c'est que le poussin, en fait, a envoyé des ondes, entre guillemets, d'amour suffisamment puissantes pour que ce soit le bon chiffre qui sorte afin que le robot vienne vers lui. Je vais jusque-là, enfin, on est plusieurs à aller jusque-là. Et parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison logique pour que, à chaque fois, enfin, que dans la plupart des cas, le robot sort le bon chiffre comme par hasard qui lui permet d'aller vers le poussin. Et là, évidemment, on se pose la question, on se dit, mais alors, est-ce que ça voudrait dire que mes intentions sont capables d'agir sur une machine, en fait? Et bien moi, c'est une hypothèse que je ne trouve pas si folle. Parce que quand je vois, par exemple, ce qui se passe avec les ordinateurs, je connais plusieurs personnes qui, vraiment, ont une vie avec les ordinateurs qui est très particulière. Et on a l'impression vraiment que leur stress, en fait, agit sur la machine et fait en sorte que l'ordinateur pète les plombs au moment où il ne faut pas, etc. etc. Et comme tout ça est aussi en partie électromagnétique, je me dis finalement, si tout ça se passe au niveau électromagnétique, il n'y a aucune raison pour que ce que j'envoie au robot, puisque c'est d'ordre électromagnétique, il n'y a aucune raison pour qu'il n'en soit pas impacté finalement. Donc là, ça va loin parce que si on peut impacter les robots et les IA de façon consciente ou inconsciente, ça nous emmène vers des choses... ça laisse ouvert la porte au pire et au meilleur. Donc l'avant-garde scientifique, voilà, donc tout ça pour vous dire que je pense que les robots et les IA n'auront jamais de conscience, mais par contre, je pense que notre conscience peut impacter leur comportement et ça nous emmène assez loin.